C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Hey, salut tout le monde et bienvenue à Une tasse de tech, épisode du début juillet ou de la fin juin si vous êtes vraiment extrêmement tôt parce qu'on enregistre le 30, mais je veux dire, le temps qu'on mette tout ça en ligne, je ne peux pas croire qu'on ne sera pas le premier. Et c'est congé en fin de semaine de 3 jours. Alors, on se prend d'avance. Pascal Forget, bonjour. Bonjour Alain McKenna, content d'être avec toi, avec toutes tes aventures des dernières semaines, tes voyages à l'étranger, j'ai hâte que tu nous racontes. Je me suis promené pour le travail, pour le plaisir aussi. Je suis allé à New York et j'ai vécu le difficile souci qui consiste à traverser des frontières plusieurs fois. Puis pourtant, j'ai survécu. Donc, je veux dire, il y a moyen de le faire et d'en sortir vivant. On a un gros épisode très chargé. Aujourd'hui, on récupère de ce qu'on a raté dans les dernières semaines. On a pris un petit temps de libre. Des grosses nouveautés. On va parler de montres connectées. Une montre qui m'a sérieusement fait changer d'avis parce que j'ai eu jusqu'ici beaucoup de réticence par rapport aux produits Huawei qui se tiennent au poignet. Et là, tout d'un coup, paf, j'ai découvert qu'il y avait vraiment du bon là-dedans. Je vais en parler un peu plus tard. Tu vois, tu en as une aussi. On va parler avec les gens d'une start-up montréalaise qui s'appelle Plan Point et qui font des outils pour essayer de court-circuiter la bulle immobilière, qui n'est pas rien là, avec le 1er juillet et le déménagement qui s'en viennent. C'est pas mal non plus. Mais juste avant, Pascal, je ne sais pas si tu veux saluer nos commanditaires. Ah, tu as une tasse. Vous aimez le café? Vous aimerez la Jura E8 entièrement automatique qui transforme du café en grains ou moulu en boisson délicieuse de votre choix. Il y a un super affichage avec un écran tactile pour les choix des boissons. C'est des petits boutons sur les côtés. Il n'est pas vraiment tactile. Très facile d'emploi avec un ajustement précis des quantités de lait, d'eau et de café, un filtre intelligent pour éviter l'accumulation de tartes, nettoyage facile avec des enzymes qui s'assurent que le mécanisme pour le lait est propre et goûte bon. Il y a une petite chute à l'arrière pour le café moulu, de petits décodes d'après-midi. Et là, il y a des gens, Alain, qui me disent hey, tu as l'air de l'aimer beaucoup, ta machine à café. Ce sont des jaloux. Allez voir, sérieusement, c'est très drôle. Ils me disent tous, tu en parles beaucoup, tu l'aimes beaucoup trop. Allez voir la salle de montre chez Edica, vous allez voir, c'est comme un puits de Formule 1 et ça va vous donner envie de vous en procurer une, même si, évidemment, ce n'est pas une machine d'entrée de gamme, c'est un petit luxe qu'on s'offre, mais vous allez apprécier énormément. Mais il y a des modèles d'entrée de gamme chez Jura aussi. Oui, tout à fait. Les gens qui aiment le café. Puis, je veux dire, si ça compense pour un café Starbucks à 8 quelques fois par année, paf, tout d'un coup, tu viens de sauver 1 000 et c'est pas long que vous avez amorti le coût d'une machine à café, peu importe la marque, cela dit. On salue aussi nos commanditaires plus techno, n'est-ce pas? GoDaddy.ca qui permet de faire des sites web, Microsoft qui permet d'avoir des ordinateurs personnels, Microsoft, et TELUS qui permet d'avoir du réseau sans fil. On va y aller comme ça. D'ailleurs, ça a bougé dans le sans fil dans les dernières semaines, oui. Parce qu'on le sait, il y a une saga de fusion-acquisition dans l'Ouest canadien entre Rogers et Shaw. Il y avait l'espèce de petit enfant, il ne sera pas orphelin, mais qui devait quitter le nid, n'est-ce pas, pour faciliter cette transaction. Quand on parle de Freedom Mobile, qui était anciennement Wind Mobile, qui a été fondé par une compagnie qui s'appelait Global Live, qui voulait racheter Freedom. Et là, coup de théâtre, pif, paf, paf, Québécois, finalement, a remporté la mise. Et de ce que je comprends en lisant les notes d'analystes, ça pourrait signifier que le réseau Fizz, qu'on connaît bien ici au Québec, pourrait devenir la marque nationale de sans fil pour Vidéotron. Wow. Ce sera, évidemment, tout ça est spéculé. Je spécule parce que ça demande l'approbation du Bureau de la concurrence puis un paquet d'affaires, mais vous l'avez entendu à une tasse de tech en premier, il va y avoir un réseau national Fizz de 4G et peut-être de 5G d'ici la fin 2023. C'est comme rien. Ah, je suis content que tu m'expliques parce que je sais que la téléphonie, c'est ton rayon. Quand j'ai vu les nouvelles là-dessus, je dis oh, Alain va m'éclairer ça. Merci. Écoute, la question à 1 000 ou je devrais dire à 280 caractères, c'est est-ce qu'il va y avoir un réseau national Fizz avant le prochain tweet d'Elon Musk? Ah oui, exactement, parce que Elon Musk, étonnamment, qui est un tweeter compulsif, parfois aux petites heures de la nuit, change le cours de la bourse avec ses tweets, parfois dans un état où on se demande est-il sobre quand il tweet? La réponse est probablement non. Elon Musk ne tweet plus depuis le 21 juin. Alors, c'est très particulier. Parce que passe-t-il? Je ne sais pas. On l'a peut-être sur la Lune, peut-être. Peut-être. C'est peut-être aussi parce qu'il est en train de
finaliser les transactions, l'achat de Twitter? On sait qu'on en parle depuis un bout de temps. Ouais. Est-ce qu'on lui a dit, OK, Elon, tu te calmes un peu? Parce qu'évidemment, ça faisait changer beaucoup le cours de la valeur de Twitter. C'est peut-être ça, c'est peut-être complètement autre chose. Peut-être que entre le moment où on se parle et le moment où vous allez écouter ce podcast, il va avoir tweeté et révélé pourquoi. Mais c'est très particulier qu'une grande présence. Pour moi, Twitter sans Elon Musk, c'est comme Twitter sans Donald... Non, pas Donald Trump, par exemple. Ça, non, tu ne veux pas aller là. On est bien hey on est bien content qu'il ne soit plus là. Non, exactement. C'est comme une tarte aux pommes sans la boule de crème glacée. Quand même. Hein? On va y aller comme ça. On va parler d'actualité, mais juste avant, rappeler que l'actualité techno de la semaine est présentée par l'infolette quotidienne InfoBref. Toute l'actualité de la journée sans flafla directement dans votre boîte de courriel 2 fois par jour, infobref.com. Infolettre qui vaut la peine d'être consultée. C'est gratuit en plus, pourquoi pas. Et tu y participes souvent avec des critiques de produits. Alors, on fait des tests de produits, effectivement. Là, il y a une petite pause estivale parce que l'été, il fait chaud. On va jouer dehors, ce genre de choses. Et des fois, on va faire des tours de machine. Et je pense que c'est un peu ça qui est le sujet de ton actualité. Là, il y a une nouvelle... Écoute, on va parler de char. On va parler de Mercedes-Benz. Mais c'est quand même assez intéressant. Raconte-nous ce qui se passe avec la EQXX. Moi, je pense aux gens qui vont prendre la route avec une voiture électrique et c'est leur première fois qu'ils utilisent leur voiture électrique. L'angoisse de la pile des véhicules électriques, je sais que c'est un vrai problème. Les gens se disent, ils roulent pendant des kilomètres avec l'indicateur du réservoir à essence à E. Ça, c'est pas grave, mais dès que la pile touche en bas de 35 %, on ne se rendra jamais. Qu'est-ce que j'ai fait comme achat? Il y a Mercedes qui rassure un peu ces utilisateurs-là avec sa voiture concept, une vision de la voiture du futur, la EQXX X de Mercedes. Ils l'ont annoncé au CES. Ils ont dit, on va rouler 1000 km on vise 1000 km d'autonomie, de quoi rassurer. On l'a fait en avril dernier, 1000 km avec la voiture. Beau problème, on se rend compte qu'il reste 15 % d'autonomie à la pile. Alors, ils se sont dit, on pourrait peut-être refaire l'expérience puis vraiment drainer la pile juste voir. Et là, ils se sont rendus à 1200 km sur une seule charge. Et là, vous dites, ça a dû être fait dans des conditions contrôlées, sur une piste où ils tournaient en rond, c'était facile. Non. Ils l'ont fait en roulant de Stuttgart en Allemagne jusqu'en Angleterre pour atteindre le 2202 km. Ils ont eu des conditions de circulation réelles le jour, la nuit, beaucoup de circulation, ce qui, dans le cas d'une voiture électrique, est peut-être un avantage parce qu'on roule un peu moins vite, ça consomme un peu moins d'énergie. Arrêter, ralentir, ce n'est pas vraiment un problème avec une voiture électrique. La nuit, le jour, consommer 8,3 watts au 100 km. Ils ont une batterie de 100 kWh sur la voiture, très compacte, très légère. Le véhicule est tout optimisé de toutes les façons, les matériaux plus légers, batterie plus dense, toit solaire qui, paraît-il, alimente le tableau de bord. Donc, au lieu de drainer la batterie du véhicule, ce serait le panneau solaire. Ce n'est pas assez pour alimenter le véhicule, évidemment, pas assez pour recharger le véhicule, mais pour alimenter le tableau de bord, c'est pas mal. Et pour terminer la pile, pour s'assurer qu'elle soit bien drainée, on est arrivé sur le circuit de Silverstone et on a tourné des ronds de circuit en allant jusqu'à la vitesse maximale de 140 km/h. Donc, le véhicule, ils l'ont amené jusqu'à temps que la pile meure et que le véhicule s'arrête sur le circuit de Silverstone. C'est assez sympathique quand même, 1202 km d'autonomie. La particularité de ce véhicule-là, c'est qu'ils ont vraiment insisté sur l'efficacité de la consommation d'énergie parce qu'évidemment, électrique, il y a un Hummer électrique, puis il y a une batterie, elle est gigantesque. Je disais à la blague tantôt, c'est une piscine olympique de lithium tellement qu'elle est grosse. Et ça, c'est facile d'avoir une bonne autonomie quand on ajoute de la batterie, mais dans leur cas, dans le cas du concept EQXX, on a vraiment atteint une capacité de générer de la puissance motrice à partir de très peu d'énergie électrique. Et c'est ce qui démontre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour optimiser les voitures électriques, pour en faire des véhicules qui pourraient être à la fois efficaces et aussi moins cher, parce que ça, c'est l'autre partie de la patente, c'est que ça coûte une petite fortune, ces véhicules-là. C'est Mercedes, en partant, ce n'est pas donné, mais on va voir la bonne technologie. Mercedes prévoit passer au tout électrique en 2030. Et je viens de recevoir un communiqué que Volvo, à partir de 2023, les voitures 2023, c'est en parallèle, j'ai reçu ça il y a quelques minutes, que Volvo va avoir tous ses véhicules, soit assistance électrique, soit hybride, électrifiés en 2023 pour économiser un petit peu d'essence. Ça s'en vient très, très vite, toute cette histoire. Et d'ailleurs, je vais faire une plug parce que je l'ai fait tantôt dans l'autre sens.
On a une balado qui s'appelle Ça tient la route qui parle beaucoup de ces choses-là. On en parlait d'ailleurs ce matin des voitures électriques. On parlait du Cadillac Lyriq, entre autres, qui est justement un petit VUS électrique qui est pas mal cool. Il y a eu une grosse annonce, Pascal, la semaine dernière, pour ne pas dire plusieurs grosses petites annonces moyennes. Donc, bref, de tous les formats nécessaires pour faire une belle conférence. À Istanbul, en Turquie, par Huawei. Ça sonne très exotique, mais ça nous touche quand même au Canada, parce que vous savez, Huawei continue d'exister quand même au Canada. Au niveau consommateur, évidemment, la business a changé beaucoup, mais eux, ils vendent des produits pour les consommateurs. Et il y a 2 nouveautés qui ont été présentées qui vont venir au Canada, ou peut-être même 3, mais la 3e n'était pas entièrement présentée là, parce qu'on l'avait déjà vu un peu avant. Mais je vais recommencer par le début. Huawei a présenté surtout, à mon avis, ce qui est le plus intéressant des produits qui étaient présents là, le Mate XS2, qui est un téléphone qui se veut un peu la réplique de Huawei au Samsung Galaxy Fold. Vous savez, ça, c'est un téléphone pliable. Le Fold, c'est vraiment comme un peu comme un livre, si on veut, qu'on replie. Donc, on replie l'écran vers l'intérieur et à l'arrière, il y a un 3e affichage ou un 2e affichage, en fait, qui agit comme 3e surface et qui fait qu'on a une espèce de petit téléphone plié qu'on peut ouvrir en semi-tablette. Le Mate XS2, comme le Mate X avant lui et les autres appareils entre les deux, fait l'inverse. On a un écran de 7,8 pouces. Oh mon Dieu, ça a fait m'échapper, ça. De diagonale. Et quand on le replie à l'envers, là, on a vraiment 2 surfaces d'affichage qui fonctionnent les deux au besoin, mais vraiment celle sur le dessus sert d'écran comme un téléphone intelligent normal. Et elle fait, dans ce cas-ci, 6,5 pouces de diagonale. Donc, on a vraiment un gros téléphone intelligent ou une petite tablette selon l'usage qu'on fait. La résolution maximale est de 2480 par 2220 pixels et elle a un taux de rafraîchissement de 100 Hz. Donc, c'est vraiment un appareil extrêmement, extrêmement haut de gamme. Quand on le replie, il est moins épais qu'un Galaxy S22 Ultra, donc il est très mince. Et quand on le déploie, évidemment, il est encore plus mince parce que là, on a vraiment quasiment, c'est pas une feuille, mais c'est un carton très, très mince. Sous le capot, l'appareil est animé par un processeur Snapdragon 888 de Qualcomm. Le Mate XS2 inclut 512 Go de stockage interne. Détail intéressant, l'appareil a été présenté aux médias avec des versions de Google Maps et de Google Drive et de YouTube présentes sur l'écran d'accueil, ce qui n'est pas... Ils ne sont pas supposés. Moi, j'ai réagi. J'en ai parlé avec... c'est ça. J'en ai parlé avec Huawei, les gens de Huawei, parce qu'on le sait que les services Google ne peuvent pas être installés à l'usine d'Office. Mon Dieu, cette phrase est comprise par Huawei. Donc, il est supposé avoir l'impossibilité de... Mais voilà, des gens chez Huawei, des petits coquins, en installant la scène, la présentation, l'espace d'essai ensuite, après la conférence, ont installé une application qui s'appelle G-Space, qui est présente sur l'App Gallery, qui est la boutique d'application de Huawei là, sur sa plateforme Harmony OS. Et l'application G-Space, c'est une application qui sert à cloner des applications pour les gens qui veulent 2 instances de Facebook sur le même téléphone. Mais G-Space utilise les comptes Google, les services Google pour faciliter le transfert et donc permet d'installer des applications Google sur n'importe quel téléphone Android. Et quand je dis Android, je veux dire à noyau Android, pas nécessairement la version de Google. Et donc, on peut installer à travers cette application-là les applications de Google sur un téléphone Huawei. Et je vais vous dire un truc, Google Maps, sur un écran de 7,8 pouces du Mate XS2 sur le tableau de bord d'une voiture, c'est un sacré bon système de navigation. Donc, j'étais un peu fâché d'apprendre que ce téléphone-là ne sera pas vendu chez nous, malheureusement. Et c'est vraiment ça la nouvelle la plus triste dans toute cette histoire-là, parce que ce téléphone-là, il m'apparaît excellent. Autre nouvelle qui fait que finalement, il n'est pas vendu au Canada, puis c'est peut-être correct comme ça, c'est qu'il se vend 1 999 €. Ça, c'est 2700 piastres. Ouais, ça, c'est des gros sous. Conversion directe, ouais, c'est un téléphone haut de gamme. Aïe, aïe, aïe. C'est haut de gamme. On me dit qu'en Europe, quand on affiche le prix d'un produit, la taxe et tous les trucs sont inclus, donc ça serait peut-être moins cher que ça ici, mais ça reviendrait quand même à un prix qui serait celui d'un très bon ordinateur personnel. On va payer les taxes quand même. Ouais, veut pas, on finit par payer pareil. Il y a eu aussi, en marge de cet appareil, présenté des nouveaux écouteurs, en fait, les FreeBuds 2 Pro. Là, je vais faire une grosse critique générale pour Huawei. Le nom des produits sont mêlants chez eux et on ne comprend jamais rien. Mais ça, c'est le plus haut de gamme des écouteurs haut de gamme que Huawei propose. Et ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est qu'ils ont été développés conjointement avec une société française qui fait dans les appareils haut de gamme. Devialet. Qui s'appelle Devialet. Et ça permet d'avoir quelque chose d'assez particulier dans les écouteurs, et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. C'est qu'ils ont, dans l'écouteur comme tel, évidemment, le haut-parleur de grave, le driver, qui permet d'avoir des bonnes basses, qui a même de bonnes dimensions, là, 10 mm, je crois. Et au milieu de ça, on a installé un petit haut-parleur planaire. Vous savez, ça, c'est des espèces
quand on en a dans un salon, dans une pièce, c'est vraiment comme juste une feuille. Il n'y a pas de, Une il y a pas feuille de de composant papier. derrière. Mais les écouteurs que j'ai en ce moment sont des écouteurs plein air et je les adore. C'est la compagnie Audézy qui fait ça. Voilà. Et j'avoue que j'aime beaucoup, beaucoup. Je suis très, très curieux de voir comment ils ont réussi à insérer ça dans des Ça doit petits faire un écouteurs dans son les assez oreilles. intéressant. On va le savoir évidemment plus tard parce que les écouteurs FreeBuds 2 Pro vont être mis en vente au Canada à la fin août probablement. On va savoir aussi à ce moment-là combien ils vont coûter. J'ai l'impression que ça va coûter plus que 200 $. Peut-être. Donc, ça va être des En appareils même haut de temps, gamme. Huawei pourrait frapper fort. En même temps, collaboration avec Devialet, qui a une bonne réputation dans le milieu de l'audio, Il faudrait pourrait voir. les rendre très alléchants. 6h30 d'autonomie par charge, 30 heures avec la recharge dans l'étui, dans le boîtier de recharge aussi. J'ai hâte de voir, j'ai hâte d'essayer, mais ça, c'était le gadget donc, qui est présenté là, qui va être vendu ici vraiment, et ça vaut la peine, à mon avis, c'est d'attendre parce qu'il va y avoir une flopée de nouveaux écouteurs qui vont être mis en marché d'ici la rentrée en septembre, et je pense que c'en est un qui devrait être à considérer pour les gens qui aiment écouter de la musique de qualité. Il y a aussi une excellente fonction d'insonorisation active avec 3 micros par écouteur qui permet d'annuler le bruit, qui semble-t-il permet de faire des appels très naturellement. Ça, j'attends encore de l'essayer avant de pouvoir le dire, mais ça va être à suivre. Tu le dis quand même, on a un bon feeling. J'ai hâte de voir. Je ne voulais pas les essayer parce que c'est les mêmes écouteurs avec lesquels tout le monde joue là-bas. Ouais. C'est comme tu mets ça dans l'oreille et c'est la variole du singe, ça s'attrape peut-être par les oreilles. J'ai même pas le goût de le savoir. Mauvaise blague. Parle-nous de Google Pixel, Pascal. Oui, c'est un pas de plus vers la réparabilité de ces appareils. Le site iFixit, iFixit.com. Si vous êtes bidouilleur, si vous aimez réparer vos appareils, jetez un coup d'œil, ça vaut la peine. Ils ont des beaux tutoriels, comment réparer ces appareils, comment régler certains problèmes, redémarrer, et ainsi de suite. C'est fantastique comme site. iFixit, c'est gratuit. Ils offrent des pièces officielles pour les téléphones Pixel de Google, du 3, même du 2, je crois, jusqu'au 6, des pièces officielles, donc Genuine Pixel. Certifié. Pour le Pixel 6, l'écran coûte 193 $ canadiens, par exemple. La caméra, 193 $ canadiens. La pile, remplacer la pile, 70 $. On peut payer 15 $ de moins. Si on n'a pas besoin des outils nécessaires, le prix que je vous ai donné inclut le prix des petits outils, souvent la petite ventouse qui va vous aider à décoller le verre sans le briser, des petits outils pour décoller doucement sur les outils. Vous avez des belles pièces, il y en a certaines qui coûtent vraiment pas cher, qui vont peut-être vous permettre de sauver votre téléphone. Les prix, cependant, grimpent à 308 $ canadiens pour l'écran du Pixel 6 Pro. Ça commence avec beaucoup de sous pour réparer un téléphone. Ouais. Souvent, on les a de l'opérateur. Au Canada, c'est les opérateurs qui mènent le marché des téléphones. Soit on va appeler notre opérateur, on va en acheter un nouveau tout simplement. Ils vont nous en donner un nouveau pour qu'on renouvelle notre contrat. Mais c'est une bonne nouvelle pour les petits réparateurs. Si on est habile, faire ses réparations soi-même, ou encore les petites boutiques qui sont spécialisées, qui vont pouvoir vous réparer votre téléphone à moindre coût. Faire durer ces appareils, je pense que c'est la motivation des gens qui veulent payer pour remplacer. Éviter de jeter un téléphone qui est encore très bon parce que l'écran est craqué dans le coin. Des fois, on l'aime, notre téléphone, le Pixel 6 Pro. C'est un téléphone qui est tout à fait aimable, n'est-ce pas? On l'aime. Yes. Toi, tu voulais parler de Félix et Paul. Rapidement, on connaît... C'est pas leur première incursion spatiale, je pense. Non, exactement. Studio donc montréalais qui s'appelle Félix et Paul. En fait, c'est en anglais leur nom et c'est un peu dommage. C'est Félix and Paul Studios, même s'il y a au moins un des deux qui est francophone. Bref, studio montréalais d'effets visuels, de vidéos de cours, qui va filmer en résolution 8K et dans un format 360 degrés le lancement de la fusée Artemis 1 de la NASA qui va avoir lieu à la fin août. Artemis, c'est un programme de la NASA, évidemment, qui vise à envoyer des astronautes sur la Lune en 2025. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filmer en direct le décollage d'une fusée de test qui n'aura pas d'humain dedans pour faire une belle place. Il faut commencer par le début. Hein. C'est mieux. Exactement. Ça va être diffusé en direct dans l'application Horizon Venues de l'écosystème, ce qui était avant Oculus, qui est maintenant Meta. Donc, ça va être en réalité virtuelle dans le casque Oculus pour les gens qui en ont un. Ça va être diffusé, ça va être projeté aussi sur le dôme d'une centaine de planétariums à travers le monde, pour les gens qui veulent y aller en personne et voir ça comme ça. Donc, ça va être une façon d'accéder comme si on était sur place à c'est quoi un lancement de fusée. Pour moi, ce qui est intéressant de cette nouvelle-là, c'est que deux choses. Félix and Paul commence à s'installer comme un joueur très, très important dans la production de contenu immersif, peu importe la façon comme on le consomme ensuite. Ça, c'est quand même le fun parce que c'est un studio montréalais. Et l'autre truc, c'est que
à mon avis, en 2025, on va diffuser ça en direct et en 360 degrés. L'alunissage des premiers astronautes Dieu. en 50 ans Ben oui. sur la Lune. Donc là, on fait un test. Bon, on peut-tu diffuser tout ça? Il va y avoir un délai, mais rappelons-nous, en 69, quand la NASA, quand les astronautes ont débarqué sur la Lune, il y avait une caméra et c'était diffusé en direct. Je mets plein de guillemets parce qu'il faut que le signal se rende. Mais il y avait un petit flottement, c'était pas grand-chose, là. Je pense que c'est ce qu'on nous prépare sans le dire. Je pense que ça serait... Imagine... là, j'ai des frissons, Alain. Voilà. Tu vois, c'est pour ça que j'ai inclus l'actualité en l'actualité 360 sur la Lune, tu tournes la tête. Aïe, aïe, aïe. Puis là, on va pouvoir voir que ce n'est pas un montage. Il n'y a pas de théorie du complot derrière ça. On ne verra pas les caméramans faire bonjour derrière. C'est ça. Et voilà. C'est tout pour les actualités. Mon cher ami, on va prendre une très courte pause. On revient avec l'entrevue de la semaine. On parle avec Laurent Cardinal, cofondateur de Plan Point, qui va nous parler de comment il est possible de déjouer la bulle immobilière pour les gens qui veulent magasiner, acheter ou vendre une résidence. Restez avec nous, on en parle dans une seconde. Ce ne sera pas très long. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech, édition du début juillet, n'est-ce pas, Pascal? Parce que, comme on le dit souvent, c'est important de se situer dans le temps. Exactement. Et l'entrevue de la semaine d'une tasse de tech qui est présentée par GoDaddy.ca. GoDaddy.ca qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. Je le répète encore une fois, GoDaddy.ca pour tous vos besoins de site web pour votre entreprise ou pour vous. Même si vos besoins finissent par .com ou par .shop ou par .by. .ca, .québec. Voilà, tout est possible. Exactement. Merci, Pascal. On va parler, parce qu'évidemment, le 1er juillet, on le sait, c'est la journée, c'est quasiment une fête nationale au Québec, là, du déménagement. Donc, il y a beaucoup de discussions autour de l'immobilier. Est-ce qu'on a besoin de rappeler qu'il y a une bulle immobilière au Canada et à Montréal depuis un petit bout de temps? Et dans ce petit monde-là, évidemment, tout le monde cherche évidemment à améliorer la situation. Il y a des vendeurs, des acheteurs, des courtiers, des agents. Il y a des outils qui existent et une compagnie qui a créé un outil qui devrait aider, en fait, à amoindrir un peu l'importance du phénomène. C'est Plan Point, qui est une jeune entreprise québécoise qui a été fondée par Laurent Cardinal, qui est avec nous. Salut, Laurent. Bonjour. Écoute, merci d'être avec nous, premièrement, durant cette semaine qui promet d'être très achalandée en termes de camions 16 pieds, les fameux cubes de déménagement. Explique-nous un peu, Plan Point, qu'est-ce que vous faites exactement et comment ça se situe dans le marché de l'immobilier? Bien sûr. Tout d'abord, merci de m'avoir accueilli aujourd'hui à l'émission. Ça fait plaisir. Plan Point, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui est disponible en ligne et qui permet de créer un sélecteur de plans de façon 100% autonome. Donc, un sélecteur de plans, peut-être que vous avez déjà vu ça sur des sites web de projets immobiliers. C'est ce qui permet de voir le building, le bâtiment, de sélectionner un étage, de voir un plan d'étage et ensuite de sélectionner un plan d'unité et de voir ce plan d'unité-là. Donc, nous, la grande différence de notre solution, c'est qu'on est basé sur un modèle infonuagique, un SaaS, on va dire un software as a service. Un logiciel web, oui. Les gens qui s'inscrivent sur notre plateforme, ils s'inscrivent en ligne et à partir du moment qu'ils s'inscrivent, ils sont 100% autonomes, sont 100% indépendants. Ils n'ont pas besoin d'un programmeur pour créer ou gérer ce sélecteur de plans-là. Et donc, il faut comprendre aussi que ce sélecteur de plans-là, c'est un outil qui s'intègre dans des sites web de projets immobiliers ou dans des sites web déjà existants comme GetHabitation, qui est une grande plateforme au Québec pour l'habitation neuve, que ce soit en locatif, que ce soit en vente, ou des sites web comme du Proprio. Donc, on peut insérer un sélecteur de plans d'un projet immobilier dans une fiche du Proprio ou même dans le site Mon Habitation Neuve. Donc, Plan Point n'est pas une place où le grand public va converger, mais on est l'outil qui va être utilisé par des promoteurs immobiliers, par des gestionnaires immobiliers, par des gens de marketing pour simplifier la vie des gens qui cherchent un appartement en ce moment ou qui cherchent une habitation neuve. Oui, c'est ça, parce que ça permet d'avoir un plan d'un logement ou d'une résidence actuelle qui existe déjà pour les gens qui veulent figurer le genre de besoins qu'ils ont. Est-ce que ça cadre dans l'utilité que je veux faire, l'utilisation que je veux faire de cet espace-là? Exactement. Donc, un plan d'une maison qui peut être en construction ou ça peut être un plan d'un logement qui est déjà existant. Donc, c'est autant pour le neuf que c'est pour l'usager. Wow. Puis je vois sur le site en ce moment, je suis en train de regarder la démo, c'est assez magnifique parce qu'on voit vraiment une photo de l'édifice. Et là, on peut sélectionner avec sa souris l'étage où on veut voir. Et là, on voit le plan, on voit les temps, on voit la taille des différentes pièces, on voit le nombre de pieds carrés. Vraiment polyvalent, vraiment chouette. Effectivement, c'est ce que les gens aiment beaucoup. Quand on fait des tests d'utilisateurs,
c'est ce qui revient, c'est le commentaire qui revient souvent. Wow, j'aime tellement ça par rapport à un site web qui ne contient pas de sélecteur de plans, où est-ce que là, dans le fond, qu'est-ce que tu cherches? Tu as des plans un peu PDF, c'est pas bien, l'architecture n'est pas parfaite parce que nous, l'information est très facile à accéder. Mm-hmm. Comment vous avez développé ça? Parce que là, j'imagine que c'est en partenariat avec je veux dire, les agents immobiliers ou qui vous donnent l'information? Oui, en fait, les gens qui nous donnent, très bonne question, les gens qui nous donnent l'information, c'est le promoteur immobilier ou c'est le gestionnaire immobilier. Donc, c'est lui qui a la source de l'information la plus importante, qui est évidemment les plans. Ça prend les plans du projet ou les plans de l'habitation ou du logement. Ça prend les plans d'étage, la photo du bâtiment. Ça peut être un bâtiment déjà existant. Donc, quand c'est des logements déjà construits depuis plusieurs années, c'est une photo de bâtiment. Là, ce que vous voyez sur le site web, ça, c'est une perspective 3D. Donc, c'est vraiment les promoteurs qui nous fournissent ça. Et les agents, c'est plutôt les gens qui adorent PlanPoint parce qu'eux, ça les aide dans leur travail. Mais ce n'est pas eux qui nous fournissent le contenu. J'imagine. Ça simplifie leur tâche grandement. Est-ce que c'est plus pour les nouvelles constructions, ce que vous avez développé? Ou parce que je sais que vous offrez, ça vaut pour les deux, mais de façon plus à l'usage, est-ce que c'est plus utile, disons, ou c'est plus utilisé pour les nouvelles constructions, les constructions à venir? C'est autant utile pour la construction qui est à venir que les logements qui sont déjà construits. En ce moment, pour la première phase de commercialisation qu'on a faite, oui, on a un peu plus focusé sur l'habitation neuve parce que j'avais une expérience préalable là-dedans, mais j'ai beaucoup de gens qui l'utilisent pour des buildings, dans le fond, des multiplex, en fait, qu'on appelle, et ça change complètement la donne là, entre un building qui offre des logements qui n'ont pas de sélecteur de plan et un building qui offre un sélecteur de plan. L'expérience utilisateur est grandement améliorée. Oui, dans des constructions multilogements, effectivement, quand on a le choix, souvent on a le choix de différents nombres de pièces, nombre de pieds carrés, choses comme ça, mais c'est rare qu'on a difficilement de la facilité à visualiser ça sans avoir un plan. Tu ne vois pas le plan. C'est très rare d'avoir le plan. C'est très rare d'avoir une visite virtuelle. Et la façon dont on peut, en termes opérationnels, rendre ça facile à créer, parce que la plupart de ces buildings-là n'ont plus les plans. Hein. Ça n'existe plus, ça a été bâti il y a des années. Donc, nous, on utilise la technologie Matterport. Donc, d'utiliser Matterport, de faire une visite virtuelle Matterport va créer automatiquement un plan de l'unité. Donc, c'est 2 en 1. Tu ressors de ta visite Matterport avec la visite virtuelle qu'on peut insérer dans le sélecteur de plan par unité, mais tu ressors aussi avec ton plan 2D qui te permet justement d'avoir une vue très intéressante que tu n'aurais pas à l'habitude, si on regarde cette unité-là sur Kijiji, par exemple, où est-ce que tu vois juste des photos, 2-3 photos, mais ça ne te dit pas grand-chose. Là, tu peux voir vraiment en vol d'oiseau. Ah, OK, je comprends, la salle de bain est là, la chambre est là. Puis là, en te promenant avec la visite virtuelle, bien, ça te donne, là, tu commences à faire des liens entre les deux. Bien, surtout les photos, le problème avec les photos, c'est que souvent, on utilise des très grands objectifs, donc on triche un peu sur les dimensions, puis on a l'impression que c'est immense alors que c'est plus étroit. Là, je ne suis pas un initié, donc Matterport, c'est un standard dans le secteur immobilier. C'est quoi exactement? Matterport, c'est une technologie, ça ne vient pas de PlanPoint, absolument pas, mais nous, on l'utilise, on l'intègre dans PlanPoint. Matterport, c'est une très grosse compagnie. C'est un type de caméra, dans le fond, qui permet de faire des visites virtuelles. Et donc, le logiciel qui est inséré avec Matterport permet aussi de créer le plan 2D. Et ça, nous, on l'intègre dans PlanPoint. C'est ce que les courtiers ou les agents vont utiliser pour illustrer, dans le fond, les établissements ou les espaces. Exactement. Okay. Exactement. Là, on parle d'immobilier. Est-ce que j'imagine que dans la location d'appartements, c'est aussi utile pour les gens qui ne veulent pas nécessairement acheter, mais qui veulent louer? Oui, absolument. Dans le fond, ça va simplifier un peu la vie des locataires. Pourquoi? Parce que on élimine des visites qui sont non nécessaires. Donc, imaginez que vous êtes en train de chercher pour un appartement et que vous voyez, bon, il y a des options qui sont là. Il y en a beaucoup moins qu'avant parce qu'on en parle, la situation actuelle, elle est comme elle est. Mais entre une fiche qui contient seulement peu d'informations, quelques images, et un sélecteur de plans d'un immeuble qui va contenir les étages, les plans d'étages, les visites virtuelles, bien, les gens ont beaucoup plus d'informations. L'expérience utilisateur est bien meilleure, ils ont beaucoup plus d'informations et donc ça va éviter des visites qui sont non nécessaires, ça va simplifier la vie des locataires. En fait, ça le fait déjà parce qu'il y a déjà des clients qui utilisent ça pour des appartements locatifs. Ça limite, donc ça élimine des visites non nécessaires et les gens peuvent trouver plus rapidement ce qui les intéresse parce qu'ils voient déjà en ligne. Donc, c'est un peu comme une façon de faire du shopping en ligne plus rapidement. J'allais dire, ça va accélérer la prise de décision parce que vu la rareté des logements, les gens doivent prendre des décisions rapidement s'ils veulent louer, acheter ou peu importe. Donc, ça aide à aller plus vite, là.
Absolument, oui. J'avais quelqu'un que je connais qui fait beaucoup de location. Il me parlait qu'il avait mis un appartement en location au centre-ville. Il y avait une file d'attente de 40 personnes. C'est impossible que ces 40 personnes-là vont pouvoir visiter l'appart. Ils n'auront même pas le temps durant la journée. Bien, en utilisant un système comme Plan de Pointe, les gens auraient pu voir l'appart préalablement à la visite. À la place de perdre ton temps pendant 2 heures, ben c'est rapide. Puis là, tu peux en voir plusieurs dans la même journée, la journée d'avant, avant de visiter. Ouais. Même, tu choisis celui qui t'intéresse et tu y vas. Est-ce qu'il y a une notion d'économie soit pour les courtiers, les agents qui l'utilisent ou pour l'acheteur final? Est-ce qu'on peut dire, vu que ça va plus vite et que c'est plus simple, ça coûte moins cher, donc il y a une certaine efficacité là aussi? Oui, l'économie d'argent, où est-ce que c'est situe? Étant donné que les gens qui achètent ce système-là, en fait, qui payent mensuellement, parce que c'est un prêt mensuel, c'est un modèle infonuagique, ben oui. c'est les promoteurs immobiliers, c'est les gestionnaires immobiliers. Où est-ce que ça devient important dans la discussion qu'on a aujourd'hui? C'est le fait que, historiquement, ça coûte très, très cher à faire un sélecteur de plan. On parle de plusieurs milliers de dollars, voire des dizaines de milliers de dollars pour des sélecteurs de plans plus complexes. Mm-hmm. Un projet immobilier locatif qui est financé, par exemple, par la SCHL et qui offre des logements abordables ou d'autres programmes qui offrent des logements abordables n'auraient jamais pu se permettre ça. Ils n'ont pas le budget pour ça. Et nous, étant donné que notre solution est sur des plans mensuels qui sont extrêmement abordables, enfin, ce genre de projets-là peuvent se le permettre. Et on a des projets qui ont été financés par la SCHL, des projets de logement locatif abordable qui utilisent Plan de Pointe. Ils n'auraient jamais utilisé un sélecteur de plan préalablement à ça. Et d'ailleurs, ces logements-là se sont tous loués très, très, très rapidement. Donc, ça aide à faire le lien entre les locations, les choses disponibles et les gens qui veulent louer ou acheter. Là. Absolument. Et une fois que la vente est faite, les gens peuvent arrêter leur abonnement à Plan Point. Oui, exactement. Voilà. Donc, c'est ça. C'est une fois Donc, que c'est pour ça que c'est moins coûteux. Ce n'est pas un gros achat. Déjà, c'est moins coûteux si on fait le calcul. Par exemple, un projet de vente qui va durer en moyenne 2 ans. Si on calcule les paiements mensuels qu'il va faire sur 2 ans, déjà, ça revient à moins cher pour le promoteur ou le gestionnaire immobilier. Même chose dans le locatif aussi. Nos plans mensuels sont beaucoup moins chers en locatif. Pourquoi? Parce qu'on estime que les promoteurs immobiliers, les grands gestionnaires immobiliers vont rester plus longtemps sur notre plateforme dans le temps, évidemment, parce qu'il y a des relocations quand même à faire à chaque année. Mm-hmm. Mais les plans sont très, très, très abordables et le feedback que j'ai des gens dans l'immobilier locatif, c'est que ça fait beaucoup de sens. Là. Ça fait du sens pour leur plan financier à eux. Vous en êtes où dans le marché? Est-ce que l'utilisation, est-ce que Plan de Pointe est très utilisé? Vous situez où? En fait, nous, on est situé à Montréal, mais c'est sûr que ma plateforme est ouverte à l'international. Donc, moi, je n'ai pas de barrière physique, si on veut. J'ai des gens qui m'approchent qui sont à Vancouver. J'ai un client, il y a à peu près, je pense que ça fait comme 2 mois qu'il s'est sur le site. Lui, il a un projet aux îles Caïmans. Comment il nous a trouvé? Oui. Mais là, il faudrait que tu obliges à aller visiter pour être sûr que ça fonctionne bien, là, quand même. Nous, on a des gens qui nous écoutent. Laurent, on a des gens qui nous écoutent du Cameroun. Fait qu'alors, tu vas peut-être avoir des visiteurs qui vont visiter des appartements, qui vont chercher un appartement ici. Et je vois votre site, votre ambition internationale est assez frappante. Encore, moi, je tripe sur votre site. Il est en anglais, en français, en espagnol, en allemand et en chinois. Donc, déjà, on peut se connecter, on peut acheter de l'immobilier ou utiliser vos services. Planpoint.io, pour ceux qui voudraient jeter un coup d'œil, vous allez voir de quoi on parle quand on parle de sélecteur de plans. Quand on le voit, ça fait « Oh, wow, c'est cool! » Jamais magasiné un appartement comme ça. J'espère que le prochain, oui. C'était un statement, ça, parce que... Je dis ça de même. Je lance ça comme ça. Je ne planifie pas déménager, mais quand je vais déménager, je vais utiliser planpoint.io. À part recruter Pascal, c'est quoi vos prochains plans chez Plan Pointe? Laurent, est-ce que une nouvelle technologie, c'est des choses qui s'en viennent? Oui. Je le diviserais, disons, en deux sections, si on veut. La première, c'est la section technologique. Donc, qu'est-ce qu'on voit à l'horizon? Qu'est-ce qui s'en vient? Il faut y penser tout de suite. Les nouvelles technologies qui vont être prépondérantes dans 5 ans. Plan Pointe dans le métavers. Peut-être un jour, on va voir. Moi, j'y crois pas trop personnellement au métavers. Oh, on a peut-être une entrevue, on a peut-être un débat à faire bientôt. On a un autre segment à développer. Mais par contre, tout ce qui est VR, AR, ça, j'y crois énormément. Je pense qu'il y a des applications à faire avec ça et Plan de Pointe. Déjà, une visite virtuelle, on pourrait déjà le faire. En fait. Oui, c'est ça. Voilà. On rajoute le casque et voilà, ta visite virtuelle, tu le fais avec le casque. Donc ça, techniquement, on pourrait déjà le faire. AR, il y a des applications à faire aussi avec ça. Mais la grande partie technologique qui est importante pour nous dans les 5 prochaines années, c'est que ce que vous voyez en ce moment, ce que tu as décrit tout à l'heure, ça reste quand même que c'est 2D.
oui, il y a la visite qui est 3D, mais l'immeuble il est en 2D, les plans sont en 2D. Nous, ce qu'on veut réussir à faire, c'est de transformer ça en environnement 3D disponible sur le web. Donc, ça existe déjà des environnements d'immeubles 3D pour de l'immobilier. Ça coûte extrêmement cher. Pourquoi? Parce que c'est fait à la main par des programmeurs, souvent qui ont des gens qui ont de l'expérience dans l'industrie du jeu. Et donc, ils vont créer ces environnements-là from scratch. Il y a des technologies qui sont en train de se créer, une nouvelle technologie de Unreal Engine qui permet de connecter AutoCAD, qui est un grand logiciel d'architecture, qui va automatiquement créer un immeuble en 3D. Wow. Là, après ça, c'est très de base. Il n'y a pas la bonne brique, il n'y a pas les bonnes couleurs, les balcons, c'est peut-être pas les bons balcons. Donc, on est encore loin d'une solution clé en main, si on veut, où est-ce qu'on importe le bâtiment puis tout est créé. Mais il faut penser à ça tout de suite. Parce que si on n'y pense pas, il y a d'autres qui vont le faire, puis on va se retrouver en arrière avec notre solution. Donc, on est déjà en train de mettre les étapes. Ça, c'est la partie technologique. Et pour la partie commercialisation, donc là, on est surtout au Québec en ce moment, même si j'ai des joueurs un peu à droite et à gauche, c'est des gens qui sont venus vers nous organiquement. La prochaine étape, c'est vraiment d'attaquer le marché de l'Ontario, de l'Ouest du Canada et des États-Unis. Oui, effectivement. C'est sûr que brancher ça dans Minecraft, ce ne serait pas mauvais non plus. Avoir un rendu 3D de son appartement dans Minecraft. S'il y a des gens qui veulent le recréer en Minecraft, je vais leur donner une subvention. Tu vois, une autre raison de t'inviter une prochaine fois. C'est excellent. Ben, écoutez, c'est sérieusement super intéressant. C'est le fun de voir qu'il y a l'innovation. C'est un créneau, l'immobilier, où effectivement, on a l'impression qu'il n'y a pas. Il y a de la place à l'innovation. Ça, c'est un bel exemple, effectivement, d'applicatif qui fonctionne bien. Laurent Cardinal, donc cofondateur de Plan Point. Merci d'avoir été avec nous. C'était super intéressant. Merci beaucoup à vous. Et bonne chance pour la suite. Si vous avez une version réalité virtuelle, faites-nous signe. On fera un suivi, c'est certain. Parfait. Nous, on prend une très courte mini-pause de rien du tout et on vient avec nos essais de produits de la semaine. Restez avec nous. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech, troisième segment de l'émission en cours. Je pense que je peux le dire. Peux-tu le dire? Je vais le dire. Je l'ai dit. Ça a été dit. J'aime comment tu autoréférences l'émission. Tu parles de la date qu'on est, tu parles du moment où on est, mais dans la vraie vie, les gens sont déspatialisés. Les gens peuvent écouter ça dans 2 semaines, dans un mois. Il est peut-être 2 heures du matin. La personne est peut-être « Oh, on a eu un auditeur qui nous a écrit d'Afrique pour nous dire qu'il nous écoutait. Je le salue. Je vais retrouver son nom. Très, très sympathique de nous avoir écrit. Très sympathique. Est-ce que tu te souviens du nom? Je cherche ici. Non, c'est comme s'il a répondu, je n'ai pas porté attention, mais effectivement, on a des auditeurs partout sur la planète. Bonjour à Francis du Cameroun qui nous écoute. C'est fantastique comme ça d'être diffusé partout dans le monde. Visiter Francis au Cameroun. Je ne sais pas si je ne vais pas faire peur à Francis. On va aller au Cameroun. Moi, je rêve d'aller au Cameroun un jour. Je prends des notes. Des amis camerounais. On joue au soccer avec des gens de partout dans le monde chez moi et puis ça permet de fréquenter des gens qui viennent évidemment d'un peu partout. Puis c'est le fun pour ça. Le soccer, c'est un sport international. Ça va pouvoir permettre de parler à tout le monde. Mais ce que tu pourrais faire, c'est les appeler. Sportif du moment. Tu vas voir, je vais faire un lien. Tu pourrais les appeler avec ton Echo Show. Là, j'allais dire, si tu portes ça à ton oreille, tu as vraiment une énorme oreille. Echo Show 15. C'est une énorme oreille. Les gens qui savent que 15, ça veut dire 15 pouces. Donc, c'est énorme. C'est un gros Alexa. Et là, on voit j'essaie de montrer ceux qui regardent sur YouTube Une tasse de tech. C'est très gros. C'est un écran de 15 pouces. C'est vraiment un cadre accroché sur le mur. C'est un écran qui est conçu pour être attaché au mur, collé au mur, comme un tableau, comme un cadre. Mm-hmm. Et ça a changé complètement ma relation avec Alexa. Je ne sais pas si tu as eu ce changement-là, les assistants vocaux personnels. Tu parles à ton assistant vocal. Je ne le nommerai pas pour pas que tout le monde se réveille dans le studio. Mais le fait qu'on parle à son assistant, c'est une chose, mais le fait de voir une rétroaction, de pouvoir demander de voir des vidéos, ça change la donne sur un écran de 5 pouces, un écran de 7 pouces. Celui-là, c'est 15 pouces. On peut le mettre autant à la verticale qu'à l'horizontale. Donc, moi, je trouve que verticale, c'est mal. Regarder des vidéos à la verticale, je ne suis pas capable. Ça se veut un truc un peu familial, non? Tu peux laisser des post-it virtuels, des trucs comme ça. Là. C'est ça qui est fantastique, c'est que je l'ai mis à la verticale malgré toutes mes réticences. Tu peux ajouter des petits widgets qui permettent d'afficher des petits post-it. Donc, je peux dire « Laisse un message d'acheter du lait ». Et là, Alexa va dire « Parfait, j'ajoute le message ». Je peux faire ma liste d'achats. Et là, c'est-à-dire, on peut le faire depuis longtemps avec Google, on peut le faire avec Alexa, mais là, je vois dans le petit widget ma liste d'achats apparaître. Ça confirme que je veux acheter des chips de maïs, de l'huile de sésame et du café.
Ah, jamais assez de café. ça te fait un drôle de lunch, ça? Non, je sais, mais c'est ce que je ne veux pas oublier d'acheter. Je faisais des tests. Je me disais, est-ce qu'il va reconnaître l'huile de sésame? Il a bien reconnu l'huile de sésame. On peut voir la météo. On peut voir surtout ce qu'on veut écouter. Moi, un des beaux problèmes que j'écoute une station qui s'appelle Bide et Musique sur le web. J'ai beau essayer de le prononcer Bide et Musique. J'ai toutes sortes de trucs qui m'apparaissent. Beat, Oui. Bido, Museau. Écoute, j'ai des trucs des fois qui apparaissent que je me dis, mais comment il a pu comprendre? Bitomania. Non, je veux Bide et Musique. Voici la musique. Et là, je peux toucher mon écran et je peux le voir et c'est énorme. Je continue de voir, si je veux, ça peut servir de cadre photo quand je ne m'en sers pas. Donc, c'est très joli sur 15 pouces, très bel écran, très belle résolution. Si je veux, il y a même une caméra qui est intégrée. Là, vous allez dire, vie privée, c'est pas cool. Il y a une cache qui permet de voiler carrément l'objectif. Donc, même si on avait accès, on ne verrait pas. Il y a un interrupteur qui permet d'interrompre le micro. Ce n'est pas pour ça qu'on veut l'utiliser. Mais quelqu'un qui se dit, j'aimerais surveiller la maison, voir si mes chats vont bien, voir si le facteur est passé. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une possibilité de Skyper ou de FaceTimer ou quelque chose comme ça avec ça? On peut appeler des gens aussi. Donc, écoute, ce que j'ai remarqué, c'est que je peux appeler des numéros de téléphone. J'ai tenté d'appeler ma maman. Quand je l'appelais, parce que je peux dire « appelle maman », il va reconnaître, si on indique dans le petit carnet d'adresse d'Alexa, on peut dire le lien de parenté. Donc, je peux dire, si je dis « appelle grand-maman », il va appeler la grand-maman dans mon carnet d'adresse, ce qui est pas mal. Il faut lui dire, il ne devine pas, mais après ça, je peux dire « appelle grand-maman ». Ça raccrochait. Je ne sais pas ce qui se passe. Quand on appelle des numéros de téléphone, c'est tout à fait possible. Donc, la personne qu'on appelle n'a pas besoin d'avoir un appareil Alexa. Mais si on a un appareil Alexa, je peux t'envoyer un message texte. D'ailleurs, je t'ai dit de ne pas oublier Alexa, ben oui, d'ajouter du lait. Je vais demander, laisse un message à Alain et tu as reçu dans ton téléphone, dans l'application Alexa, le message que j'ai donné, le message vocal. C'est pas faux parce qu'il faut que j'aille acheter du lait en revenant. et donc, on peut le commander par la voix, on peut décider d'afficher des choses, on peut voir qu'est-ce qui se passe chez soi. Et c'est un très bel écran. Et si on veut, moi je me dis, là, c'est un peu étrange, cas d'utilisation dans la cuisine, c'est assez merveilleux. Tu regardes des vidéos de recettes, tu laisses un message à quelqu'un, les enfants passent, tu peux leur laisser des petites notes comme ça, n'oubliez pas de contacter quelqu'un. Appel d'urgence, ils n'ont pas d'appel, ils veulent vous appeler, ils peuvent parler à l'écran. Très belle présence d'Alexa. Le fait que ce soit 15 pouces de diagonale, c'est comme ça que je l'ai senti, ça devient une vraie présence chez soi. Ce n'est pas juste un petit carré qui affiche un minimum d'informations. Tu as vraiment quelque chose de très joli. Et, le concept de cadre est assez intéressant pour ce genre d'application-là, parce que avant ça, c'était une espèce c'était sur un gros socle qui est une enceinte avec un écran dessus. Puis ça, même pas dans une cuisine, par exemple, ça occupe l'espace, puis c'est pas pratique. Oui. Tu peux le placer dans l'entrée chez toi, tu peux le mettre près de écoute, à la limite dans ton garage, tu veux voir si l'auto est dans le cours, tu veux voir si tu peux le mettre je me demande peut-être même dans la chambre des enfants. Ça remplace un téléviseur. 15 pouces de diagonale, c'est plus grand que la télé que j'avais en noir et blanc quand j'étais petit. Ils peuvent regarder des vidéos YouTube, ils peuvent regarder des vidéos Netflix. Évidemment, il y a des très bons contrôles parentaux. Très polyvalent. Comme tu l'as dit, c'est fait pour être accroché au mur. On peut s'acheter un support en option. Il y a des supports qui pivotent, ça coûte une cinquantaine de dollars. J'ai payé le mien 35, celui de base fait très bien le travail. C'est une option. Mais sinon, tu as tout ce qu'il faut pour le mettre au mur avec un fil qui va descendre assez mince. Il n'y a pas d'accessoires supplémentaires. J'aurais aimé peut-être qu'il y ait une prise USB pour charger des appareils ou quelque chose comme ça. Quand on tablette pour mettre des clés. Quelque chose comme ça. C'est pensé pour être accroché au mur. Fait qu'on n'a pas cette option-là. Il n'y a pas de port USB supplémentaire. C'est 329 $ canadiens. Ce qui n'est pas abusif, je trouve, pour quelque chose qui est une grosse tablette, finalement. Il faut vouloir s'en servir, parce que 300 $ pour un cadre qu'on utilisera juste pour voir des photos, c'est un peu cher quand même. Je sais, mais si on s'en sert pour écouter de la musique, le son est assez agréable, merci. J'ai été surpris dans ma cuisine. J'ai des enceintes Sonos. Mais ça se jumelle vers Bluetooth à des enceintes externes aussi si on a besoin. En plus, on peut activer le Bluetooth en cas de besoin. Fait que ça devient vraiment un outil assez polyvalent. Puis, si on l'offre à quelqu'un,
et qu'on a soi-même des enceintes Alexa, où on peut s'appeler d'un appareil Alexa à l'autre. On peut se configurer comme mode de famille. Si je pars en vacances, je peux demander à quelqu'un, peux-tu vérifier chez moi une fois de temps en temps? Vraiment des beaux modes comme ça de sécurité et de collaboration. Puis c'est plus simple que de faire un appel. Tu regardes ton Alexa, tu parles, tu peux faire un appel vidéo avec la personne. Très, très chouette comme option. Cool, ça. Echo Show 15. Echo Show 15, et toi, tu vas nous parler de ce que tu as au poignet qui est similaire à la mienne. Mais je ne crois pas que c'est la même chose parce que c'est une... Et c'est ça qui est un peu mêlant. C'est une montre connectée Huawei. C'est la GT3 Pro, qui n'est pas la 3 Pro et qui n'est pas la GT2 Pro. C'est évidemment l'évolution de la GT2 Pro. Oui. Alors que la 3 Pro, c'est un truc... écoute, longue histoire courte, la 3... c'est le modèle le plus haut de gamme. La GT3, c'est un modèle plus lifestyle, pour dire ça en guillemets. Pour le résumer, c'est que oui, juste un petit peu plus petit. Le cadran fait 46 mm, alors que l'autre fait 48 mm, si je me rappelle bien. Et la 3 a, elle a une capacité eSIM, elle a du Wi-Fi. Dans ce cas-ci, on n'a pas de Wi-Fi, on n'a pas de capacité eSIM, mais on a quand même un boîtier en titane, une surface tactile en verre Gorilla, je ne sais plus quoi, là, qui est à peu près impossible à graphiner. C'est pas du saphir, c'est peut-être pas sur ce chose, modèle-là. C'est ça qui est, quand tu dis que c'est mélangeant, tu as tout à fait raison, il y a beaucoup, beaucoup d'options. La Elite, celle que j'ai, voilà, qui a la eSIM et qui a la possibilité de verre. Donc, dans le cas de la montre, en fait, qui était déjà en vente ailleurs dans le monde, mais qui arrive au Canada ces jours-ci, je pense fin juillet, quelque chose comme ça. Il y en a un paquet des montres connectées et là où j'ai vraiment été je veux dire, séduit par cette montre-là, c'est qu'elle a vraiment une capacité de suivi. Elle va vraiment chercher une tonne d'informations sur l'activité sportive que vous faites, même au quotidien si vous n'en faites pas beaucoup, et surtout sur le sommeil. La précision, la granularité de l'information sur le sommeil que cette montre-là fournit m'a vraiment jeté par terre. J'aimerais ça dire qu'elle m'a permis de mieux dormir, mais ce serait un raccourci, mais elle aide à bien comprendre comment on dort, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux dormir. Ensuite, c'est plus à nous de déterminer, mais elle donne des conseils quand même. Et là, vous dites, oh, Huawei, c'est une marque chinoise, ici et ça, mais dans l'application qu'on peut installer sur un téléphone Android ou sur un iPhone, parce qu'on trouve aussi Huawei Santé dans l'App Store d'Apple. Oui. Sous-point là-dessus, si Apple a approuvé l'application, c'est clairement qu'elle n'en fait pas plus que ce qu'on pense qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle ne va pas traficoter les données derrière, parce qu'Apple est assez strict là-dessus. Donc, ça, c'est un peu rassurant. Mais tous les conseils, toute l'information santé, tout ce qui est vraiment un peu plus poussé que juste de la gadgeterie, pour inventer un mot, vient de sources médicales certifiées et c'est généralement des universités, de la recherche universitaire aux États-Unis. Et c'est vraiment intéressant parce qu'ils donnent la source dans l'information. Puis quand ils vous disent si vous dormez de telle façon, à tel niveau de sommeil, sur telle fréquence, dans un tel nombre de nuits, probablement que vous avez besoin de faire telle chose. Et ça, c'est toujours dit selon ce que dit l'Association des médecins, je ne sais pas quoi, de l'Université de Patente dans tel État des États-Unis. Donc ça, c'est extrêmement rassurant aussi. C'est extrêmement bien expliqué en anglais et en français et, si vous voulez, en mandarin ou dans toutes les autres langues que vous voulez choisir. Donc, l'information là-dessus est vraiment le fun et c'est vraiment parce qu'on peut parler des fiches techniques jusqu'à demain matin, des montres connectées, mais l'applicatif, donc comment cet appareil-là, cet accessoire-là change mon quotidien. Cette montre-là, vraiment, pour moi, en tout cas, apporter une nouvelle dimension à l'utilisation de ces gadgets-là, parce que jusque-là, je ne m'en servais pas pour le sommeil, je m'en servais juste pour certains suivis d'activités sportives qui étaient plus ludiques, dans le fond, qu'informatifs. Et là, je vois vraiment une utilité concrète pour un paquet de monde qui ont plein de problèmes avec le sommeil, qui est vraiment un cas qui est vraiment sérieux. Là, c'est quelque chose d'assez grave socialement. Et là, j'ai trouvé cette fonction-là, cette application-là intéressante. Évidemment, pour que ça serve, il faut vouloir avoir au poignet une montre qui est quand même assez costaude. Là, on parle d'un cadran de 46 mm. Moi, j'aime ça. Des grosses montres. Pour dormir, c'est pas tout le monde qui est à l'aise. Il y a une version, et là, je ne l'ai pas, mais je pense que je vais demander à Huawei s'ils peuvent me l'échanger pour la montrer, ne serait-ce qu'aux gens qui nous regardent en vidéo. Il y a une version à 42 mm, donc plus petite, en céramique, donc elle est aussi plus légère, mais c'est de la céramique blanche au niveau du boîtier et au niveau du bracelet, qui est extrêmement joli et qui revient aussi qui est sorti de certaines touches dorées. Donc, c'est blanc et or, très élégant, très chic. C'est un modèle qui est évidemment cible le marché plus féminin, là, on s'entend, mais c'est quand même quelque chose qui est très, très de bon goût, qui est un petit peu plus petite et plus légère aussi. Donc, ça, c'est un avantage. Dans tous les cas, c'est le même écran. C'est un écran AMOLED de 1,4 pouces qui est rond. Ça, les gens qui aiment les montres rondes, là, qui normalement devraient être à peu près tout le monde, là, ben oui. c'est un format extrêmement naturel à utiliser.
Je disais tantôt, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas d'eSIM, mais il y a Bluetooth, évidemment. Ça jumelle un téléphone à travers l'application Huawei Santé et ça passe par Bluetooth. Et il y a un GPS qui a été optimisé pour être extrêmement précis rapidement. Vous savez, les premières fois qu'on utilise un appareil GPS dans un nouvel endroit, ça prend le temps de trouver les satellites, tout ça. C'est long. Là, on a accéléré ça. Il y a la compatibilité GPS, GLONASS, le système chinois dont j'oublie le nom. Là, tous les réseaux de satellites qui existent sont là. Il y a un excellent suivi de l'activité physique quand même si ce n'est pas pour moi la première fonction. La partie sommeil, j'ai trouvé vraiment intéressante. Et l'affaire que je n'ai pas encore dit, mais qui va vraiment faire peut-être la différence pour bien des gens, 2 semaines d'autonomie en mode d'utilisation normale. Pensez 10 jours concrètement. C'est long avant de recharger. Donc, on n'a pas à se casser la tête. Souvent, les montres qui ont une autonomie d'une journée, 2 journées, il faut la charger entre le moment où on fait du sport et le moment où on veut dormir pour faire le suivi de tout ça. Là, on n'a pas à se casser la tête. Le suivi, d'ailleurs, du sommeil, ça fait automatiquement. On n'a pas besoin d'activer aucune fonction. Là, c'est juste comme intuitif dans le logiciel. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Il y a des défauts, évidemment. Il y a des cadrans qu'on peut personnaliser. Il n'y a pas un super énorme grand choix de personnalisation du cadran. Et il y a aussi l'espèce de fonction de cadran de veille quand on veut. Vous voyez, ceux qui nous voient que quand on attend quelques secondes, on tombe à une version simplifiée du cadran. Oui. Et là, ça, ce n'est pas toujours beau. Et on ne peut pas le choisir non plus. Fait que c'est un peu, ou on peut choisir à travers comme 4 options qui ne sont pas très jolies. Donc, ça, c'est pas. Je veux dire, c'est facile d'offrir cette fonction-là de personnaliser à loisir un cadran de montre. Alors, c'est un peu plate qu'ils n'aient pas pensé à ça. Si je peux me permettre, dans la version Pro, tu as cette option-là. Et choisir le bon cadran fait toute la différence dans le plaisir qu'on a. Puis, moi, je trouve que le minimum, c'est que l'écran de veille corresponde au cadran qu'on utilise. Exactement. Et des fois, comme tu le dis, ça ne correspond pas. Et là, tu as comme arc, c'est pas beau. Il y a quand même une montre. Il y a une boutique de cadrans. Il existe un endroit où généralement, elles sont vendues 1 à 2 $ et elles sont développées par des gens. Beaucoup gratuites. Il y en a des gratuites aussi, mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas un coup de circuit, cette partie-là. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment l'esthétisme, on dirait. Là. Je me dis, c'est bien beau avoir des paquets de complications. Puis ça, c'est le sens artistique. C'est le gros avantage de Wear OS et des montres comme la Pixel Watch qu'on va voir plus tard cet été, qui, à mon avis, va avoir ça comme outil. C'est qu'on peut personnaliser. Écoute, il existe des milliers de cadrans différents qu'on peut utiliser sur cette plateforme-là, mais Huawei, non. Apple, c'est un peu la même chose aussi, c'est très limité. On peut contrôler la lecture musicale de son téléphone sur la montre, que ce soit un téléphone iPhone ou Android. Il y a 4 gigaoctets de stockage. On peut déposer des fichiers. Ce n'est pas beaucoup 4 gigaoctets de MP3, je vous le dis tout de suite. Mais ça se fait seulement sur Android. On ne peut pas le faire avec son jumelle, la montre avec son iPhone. Ça, c'est impossible de le faire. Apple ne le permet pas ou Huawei. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que ça ne marche pas. Et c'est seulement des fichiers musicaux qu'on possède. Là. Tous les fichiers qu'on écoute en streaming, ça ne marche pas. Donc, la fonction lecture musicale, essentiellement, n'existe pas. Là. Puis moi, je trouve ça un peu dommage parce que quand on fait de l'activité sportive, écouter de la musique avec Bluetooth sur des écouteurs, c'est comme logique. Là, on a Bluetooth sur la montre. On peut stocker de la musique. Mais c'est la musique qu'il faut posséder. Donc, c'est pas top. Ça, c'est un défaut, personnellement, que j'ai relevé. Et le prix de détail, là, ce que j'ai vu, c'est pas encore officiellement annoncé, mais j'ai vu 309 $. Il existe des Apple Watch moins cher que ça, puis il existe d'autres produits un petit peu moins chers. Donc, le prix n'est pas nécessairement un détail qui va attirer les foules en masse. Cela dit, Huawei est très, 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 très actif dans le marché de la montre, donc ils ne vont pas disparaître demain matin dans ce créneau-là. Donc, on peut s'imaginer que la montre va avoir une bonne durée de vie. Je ne sais pas, toi, Pascal, moi, ça fait peut-être 2 générations de montres Huawei là, auxquelles j'ai été exposé, là, que j'ai pu essayer. Et de ce que je comprends, elles vieillissent quand même assez bien, c'est-à-dire qu'elles sont supportées, elles sont conçues pour durer plus que 2 ans. Ça, ce qui est un problème avec les montres Wear OS là, d'ancienne génération, d'autres marques, là, comme même Fossil ou peu importe, là. Ça ne durait pas longtemps, puis ça devenait fatigué rapidement. Puis finalement, on l'a acheté, puis on la jette après 1 an. Puis c'est un peu dommage parce que c'est du déchet, c'est de l'argent gaspillé et c'est plus nécessaire de l'utiliser. Enfin, on n'a plus le goût de l'utiliser. Là, on a quelque chose de quand même assez bien. Ce qui fait que si vous cherchez ou ça vous intrigue ou c'est un premier point de contact pour vous, Huawei, là, à travers une montre connectée, vous allez être agréablement surpris, à mon avis. C'est vraiment un produit qui vaut la peine pour ses fonctions plus de santé connectée qu'autre chose.
et qui, finalement, a quand même fière allure au poignet quand on la porterait. C'est un super bel objet. Je peux me permettre, là, j'adore les montres. J'en porte depuis que je suis tout petit. J'ai toujours une montre au poignet. Les gens ont abandonné les montres avec les téléphones intelligents. Je persiste. Le fait d'avoir un bracelet en titane, le matériau, le fait que ce soit rond, la taille, c'est un bracelet standard. Ce n'est pas un bracelet propriétaire de schnout qu'il faut acheter. Oui, mais il y a aussi une clip rapide. On peut les échanger en une seconde. Exactement. C'est très rapide, comme tous les bracelets de montre. Apple a inventé que les bracelets, c'était compliqué à remplacer. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire passer ça au public, mais c'est pas compliqué changer un bracelet de montre. Avec le Huawei, juste ce bracelet-là, si on l'achète à l'unité, c'est au moins 50-60 $. Je serais curieux de voir comment un bracelet, puis je dis ça là, out of the blue. Ben, il s'en trouve des bracelets génériques de tous les genres. C'est ça. Donc, on peut chez se le bijoutier, n'importe quel bracelet en cuir, en tissu, comme on veut. Fait que quand on parle, tu peux dire que oui, l'Apple Watch est moins cher, mais c'est le modèle il y a quelques années, autonomie de moins d'une journée. Et il y a un bracelet propriétaire qu'il va falloir remplacer, qui est en plastique. Ouais. On peut streamer Apple Music. On peut faire ça. Il y a des options. Si on peut mettre Spotify dans sa montre connectée, ce serait peut-être des playlists. Spotify sur Wear OS a la possibilité de lecture hors ligne, de liste de lecture. Donc, il faut juste que Huawei. Puis là, Huawei, évidemment, est moins présent ici qu'ailleurs. Et ailleurs, ils ont Huawei Music, imaginez-vous donc. Fait que ça, on est un petit peu laissé pour compte là-dessus, mais évidemment, c'est pas. Si c'est ce que vous cherchez, allez voir ailleurs, ça, il n'y a aucun doute. Mais les fonctions de suivi de santé, moi, je les ai trouvées très, très. Ça t'a plu, tant mieux. Est-ce qu'on rappelle, on remercie nos partenaires? Microsoft, TELUS, Jura, GoDaddy.ca. Merci à vous. C23 qui distribue le podcast sur tout le réseau C23. Bonjour. Merci à Claude Hébert qui réalise pour eux. Claude Hébert, la mise en onde. Alain McKenna, je te remercie. J'ai hâte de te voir la semaine prochaine. Oui. On va se revoir la semaine prochaine, effectivement. Puis, on vous invite sinon à vous abonner, à nous écouter. On a des archives en masse sur le site de 98.5fm.ca, sur vos plateformes balado préférées. Sinon, nous, effectivement, on prend une petite pause. On se voit la semaine prochaine, Pascal, et les autres, on se voit où on s'écoute, dépendamment où vous vous situez. Mais on vous souhaite une bonne semaine entre-temps. Bon début d'été, quoique là, l'été est commencé depuis déjà une dizaine de jours. Non, mais c'est vrai, il faut quand même le dire. On ne l'a pas dit la semaine passée, on n'était pas là. La personne qui nous écoute dans 3 mois, elle va dire, mais là, il fait froid, ils sont déconnectés. Dans le temps. C'était au début de l'été. Voilà. Bonne fin de journée tout le monde. Salut. À bientôt. Bye bye.